le parcours de Saïd, qui tu es, qui tu étais à l'école, d'où tu viens, ta fratrie. Moi, mon bac, je l'ai au bout de la deuxième fois, au rattrapage en plus. Et il me dit Saïd, on va attendre un peu parce que Zidane, il est très énervé là. L'autre a posé une question qu'il fallait pas poser. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai tremblé pour une interview. Et on dit toujours, grâce à Didier Drogba, la guerre s'est arrêtée en Côte d'Ivoire. Et je trouve ça magnifique. Et il me l'a raconté, mais il avait les larmes aux yeux. Où tu vois Hakimi, à quelle place il arrive, il méritait d'être sur le podium. Venez, on se le dit. Saïd, bienvenue dans VRV Story. On est content de t'accueillir. Bienvenue. Merci Lionel, c'est moi qui suis heureux et vraiment merci pour l'invitation. Écoute, on t'a invité parce que on te suit depuis longtemps, on se connaît, on a des amis en commun et on trouve que ton parcours, ton histoire, elle est inspirante. Et on va essayer aujourd'hui de mettre en avant ce parcours-là pour qu'on puisse inspirer l'audience. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Rien que de savoir que je peux être inspirant, ça me fait bizarre quand même. Et Merci. si, tu verras pourquoi, parce que c'est un métier qui est le métier que tu vas présenter à l'audience. C'est un métier qui n'est pas accessible à tous. Et c'est important de dire que justement, on peut y aller, on peut le faire, ce métier-là. D'ailleurs, j'en profite, comme c'est le début de l'émission et que je le fais tout le temps, parce que c'est important de dire à l'audience de soutenir la chaîne. On a des bons chiffres, vous nous soutenez, on voit qu'on progresse, on est heureux de vous proposer du contenu de qualité et d'avoir des invités de qualité comme Saïd. Donc, partagez, commentez, poussez la chaîne, continuez à nous soutenir et on continuera à faire des épisodes comme celui qu'on va vivre aujourd'hui. Saïd, avant de rentrer dans ton parcours, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que tu fais et qui tu es? Une petite présentation courte. Bien sûr. Juste premièrement, je voudrais juste te dire, il a raison Lionel, allez le suivre parce que franchement, moi je suis ton travail, je l'ai Merci. vu et ce que tu fais c'est vraiment quali, les invités sont vraiment impressionnants et je trouve que tout ce que tu fais, C'est gentil. vraiment, non, sincèrement, même les questions, elles sont vraiment top, donc bravo et voilà, j'appuie, allez suivre et allez écoute, follow. Donc je le fais c'est pas seul, important. je le fais avec aussi le reste de l'équipe belle qui est équipe. derrière. Voilà. Donc merci aussi, j'en profite pour remercier l'équipe. Et puis, écoute, merci pour Non, le mais compliment. c'est normal. Ok. Et alors pour la petite présentation toute simple, Ouais. je suis Saïd El Abadi, journaliste sportif depuis à peu près une quinzaine, vingtaine d'années. Yes. Et puis maintenant, je suis aussi auteur, écrivain. Depuis Ouais. quelques mois, j'ai sorti un livre, L'histoire du football africain, tout Et simplement. c'est aussi parce qu'on a vu ce livre-là, on s'est dit, ah ouais, ça y est, Saïd, il commence à écrire des livres. Tu sais que pour l'anecdote, j'ai encore un peu de mal lorsqu'on me présente et qu'on me dit bienvenue Saïd El Abadi, journaliste sportif et écrivain. Écrivain. Et auteur. Et ça me fait encore un peu bizarre, Ouais. j'ai encore un peu de mal, mais ça fait plaisir et ouais, je suis très content d'avoir Et bah sorti. ouais, franchement, en plus, un livre sur le football africain, il y a besoin de traiter de vraiment cette particularité, j'allais dire, du football, parce que je trouve que ce qu'est en train de nous montrer le football africain en termes de qualité de joueurs, en termes de dynamisme du continent, et puis toute l'histoire qui a permis à ces belles équipes d'exister. Je pense bien sûr à l'équipe du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, l'équipe du Cameroun qui va un peu moins bien, mais qui a été une très belle équipe, et pareil pour l'équipe de l'Égypte. Et donc, on est en pleine Coupe du Monde. On s'est dit, il faut qu'on ait Saïd avec nous. Ah, c'est vrai que ça tombait à pic. Puis ouais, pour revenir à ce que tu disais, ce livre-là, c'était important pour moi parce que c'est aussi l'occasion de transmettre et on ne transmet pas Ok. assez notre histoire. C'est vrai. Et en fait, je me suis toujours dit, moi j'ai toujours été fan de sport et de foot depuis des temps. De toute façon, tu me poseras la question, je sais après. Et j'étais aussi fan d'histoire. Et je me suis toujours dit comment je pouvais faire pour transmettre notre histoire, enfin, du continent africain aux diasporas qui Ok. sont un peu partout dans le monde. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une chose évidente. Qu'est-ce qui nous relie? C'est le sport et le football. Et à travers le football, tu peux en apprendre encore un peu plus sur ton histoire. Et c'est une porte ouverte, en fait, le football. Ça te permet de parler d'histoire, de colonies, de géographie, de géopolitique, d'économie, etc., de musique. On va parler de tout Donc, toutes ces ça. choses-là. On va parler de tout ça parce que Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous.
Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description, retour à la vidéo. Même en préparant l'interview, je me suis dit, c'est vrai qu'il a choisi un format, le livre, pourquoi, et tu nous diras pourquoi. Je suppose qu'il y a des vraies raisons. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de ce que tu fais aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'avoir, en tout cas, c'est le format du podcast aujourd'hui, d'avoir le parcours de Saïd, qui tu étais à l'école, d'où tu viens, ta fratrie. C'était qui Saïd et est-ce que Saïd se voyait déjà, se prédestinait déjà à avoir ce parcours super sympa? Et donc, est-ce que tu peux nous dire d'où ça part et comment c'est arrivé? On t'écoute. Alors tout simple, moi je suis né à Chartres, donc à une centaine de kilomètres de Ouais. Paris. Hein, et j'ai fait toutes mes gammes là-bas jusqu'au lycée. Ce qu'on appelle le Grand Paris. Exactement, Le Grand voilà. Paris, comme dirait notre ami Medine. Notre ami Medine, le Grand Paris. Voilà. Et en fait, non, j'ai fait toutes mes études là-bas, ma scolarité. Ok. Je me voyais pas encore journaliste quand j'étais plus jeune. Pour tout te dire, anecdote, hein, moi, quand en CM2, je crois, quand on doit passer au 6e, il y a l'instit qui nous demande ce qu'on veut faire comme métier. Moi, j'avais répondu boulanger, Ok. parce que j'aimais bien les pains au chocolat. Je voulais être le premier. Ok, Mais d'accord. véridique, j'avais répondu ça. Ok. Donc, mes parents étaient morts de rire ou pas, sur le coup. Et non, et après, ça m'est venu au collège. Ok. L'idée, c'était déjà de devenir professeur de sport. J'avais déjà envie d'être Alors, dans le sport. déjà au collège, tu avais déjà cette envie-là. Envie d'être dans le sport. Ok. dans Et le sport. après, c'est à partir du lycée, je fais une rencontre, je crois que c'est en première, Ok. une camarade de classe qui me dit mais pourquoi tu fais pas du journalisme parce que tu aimes bien écrire et aimes lire. D'accord. Je dis bah ouais, pourquoi pas, mais je connais pas. Elle me dit j'ai un contact, mon père connaît le directeur du journal local, l'Écho Républicain. Ok. Et en fait, je le contacte pour venir me renseigner sur le journalisme. Et de fil en aiguille, il commence à m'expliquer. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresserait pas d'écrire le week-end pour nous? J'avais 17 ans, je lui dis, ouais, ok, super. Enfin, je sais pas en quoi ça consiste. Et il me dit, tu vas venir voir un match. Et ensuite, tu viens à la rédaction et tu écris ton Mais article. Attends. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Magnifique. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Donc, du coup, quand tu es au lycée, est-ce que tu as déjà ton projet dans le sport, un peu plus défini qu'au collège déjà? Tu faisais quoi comme sport d'ailleurs, toi? Moi, je faisais de l'athlétisme. Ok. Du foot, un peu. Parce que bon, Ouais. tu connais, hein, même Obligé. s'il est croisé, voilà. Mais moi, je faisais de l'athlétisme. Ok. Dès la sixième, je me suis tourné vers l'athlétisme. Ok. J'ai découvert ça à l'UNSS. Ok. Et je me suis fait pas mal d'amis, d'ailleurs, de très très bons amis, de la famille. Ok. Et on a fait des championnats de France, on a été loin, etc. Mais vraiment jusqu'au bout. Et ouais, j'en ai fait une dizaine d'années. Donc, D'ailleurs, notre directrice artistique, je voulais tu l'as pas le rencontrée dire. là-bas. Voilà, je voulais pas le dire, mais Tu l'as- dédicace à la directrice artistique. Et on était très très fort à l'époque. On Ok. était très très fort. Top. Donc, du coup, tu as fait du sport, j'allais dire, pas au niveau, mais quand même de manière intensive. Ouais, j'étais. Ouais. Non, vraiment. Moi, le sport, ça a été depuis tout petit. Hein. J'ai commencé avec du judo, le Ok. foot, comme je t'ai dit, et l'athlétisme. Moi, je suis tombé dedans. C'est vrai que j'avais des bons modèles. Nous, au Maroc, on avait Hicham El Guerrouj, donc je le suivais. J'avais envie de mais devenir le oui. Hicham El Guerrouj. Eh ouais. Bon, je suis jamais devenu le Hicham El Guerrouj, mais voilà, j'ai fait championnat de France et je trouvais ça sympa. Et j'étais très heureux de ma petite carrière dans l'athlétisme. Bah, tu vois, quand tu parles de gens qui t'ont inspiré, et ben, l'idée du podcast, c'est d'inspirer avec aussi des parcours comme ça, du coup, et comme le tien. Ok, génial. Une question, est-ce que, du coup, au lycée, tu avais un autre job en tête ou c'était ce job-là que tu avais en Non, tête? vraiment, j'étais parti sur le côté journaliste, professeur de sport d'abord. D'accord. D'abord ça, EPS, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là où je t'ai dit la discussion avec cette camarade et ce directeur du journal, où là, je me suis dit, ah, mais en fait, je peux lier mon écriture, parce que j'aime bien écrire, et en fait, ce que j'aime, le sport. Et en fait, je fais des résumés, je vais voir des matchs, je vais voir des compétitions, etc. Et j'écris. C'est magnifique. En fait, c'est Ah ouais, un, c'est un sport loisir, quoi. Ouais, totalement. Un travail Un loisir, loisir. pardon, ouais. Et alors, quand tu parles de ça à tes proches, tes parents, ils te voyaient devenir journaliste? Est-ce que, je sais pas, d'ailleurs, tu as une fratrie, vous êtes combien? On est deux seulement. Ok. J'ai un grand frère Ok. qui a Et- 7 ans de plus que moi. Ok. Et lui, il était
loin, éloigné de ce milieu-là ou, Ouais, non, il était pas du tout dans le métier. Alors, il était dans le sport, par contre. Lui, il est très ok. foot. Ok. Enfin, il a fait aussi de l'athlétisme, d'ailleurs. Enfin, en fait, en vrai de vrai, je marchais sur ses traces. C'était un D'accord. peu mon modèle. Ok. J'ai toujours dit que mon frère, ça a été mon modèle. Je le suivais. Parce que quand on parle de modèle ou d'inspiration, oui, évidemment, tu vas suivre. Il y en a qui vont dire Zidane pour le foot. Je parlais des Chamel Gorouge et des choses comme ça. Mohamed Ali, etc. Hmm. Moi, bah, mes parents, je voulais les rendre fiers. Ok. Et mon frère, en fait, quand j'étais petit, je me souviens, mais jusqu'à peut-être 18-20 ans, je voulais être comme lui. Alors, Genre, du coup, ton père ou ta mère d'ailleurs, tes parents, ils avaient comme un projet sportif pour vous, parce que le judo, le foot, l'athlétisme, et tu me dis que ton frère aussi, il était à fond dans le sport. C'est Pourquoi du coup, vos parents. Je pense pas que c'était pas l'objectif d'avoir Ok. un projet sportif. Je pense pas du tout. C'était justement d'avoir de l'activité. Nos parents, ils voulaient pas qu'on s'ennuie, je Ok. pense. Même si s'ennuyer, ça fait du bien. On avait des Mm. moments sans. Mais il y avait l'école et il y avait le sport à côté qui faisait du bien parce que ça te permettait de pratiquer une activité sportive. Quand tu fais du sport, tu apprends énormément de choses. La défaite, perdre, tomber, te Ok. relever. Les Et en valeurs fait, du sport. tu apprends tout ça. En fait, tu t'en rends pas compte quand tu es petit, mais en fait, tu le comprends au fur et à mesure. Et ça apporte un plus en même temps avec ton côté scolaire. Quand tu rates quelque chose au sport, tu apprends quoi? À te relever pour essayer d'ensuite de gagner, de réussir. Et ben à l'école, c'est la même chose. On s'en rend pas compte. Tu rates un exercice, tu rates un devoir. Qu'est-ce que tu fais au suivant? Bah, l'objectif, c'est de te réentraîner mieux pour avoir une meilleure note. Donc je pense que ça, inconsciemment, il y avait un peu de tout ça. Et puis le sport, ça permet aussi un petit peu de s'évader, de prendre confiance en soi, etc. Ok. Je pense Du qu'il y coup, avait tu as ça. grandi dans un quartier, dans une Ouais, cité. un quartier qui n'existe plus d'ailleurs Ok. à Chartres, qui a été complètement rasé à l'époque, c'est le quartier de Beaulieu. Ok. Et j'avais vu, nous on avait déménagé au moment où ils les annonçaient qu'ils allaient Ouais. le raser. Même, alors pour tout te dire, c'est vrai que ça fait bizarre, mais mon école maternelle, mon école élémentaire et mon Ah collège ouais. ont été rasés. On était Ah ouais. classés en zone ZEP à Ouais, l'époque. bien sûr. Et Ok. c'était collège Charles Péguy à l'époque. Et du coup, Et il tu a te complètement rasé. permettais quand même, malgré que tu venais d'un quartier populaire, défavorisé, de te dire, ouais, je peux être journaliste. Bah, en fait, comme c'est venu juste après, ouais. En fait, Ouais. on a toujours l'ambition de rêver parce que je sais que ça peut être compliqué quand tu viens d'un quartier difficile parce qu'on nous dit pas, on nous montre pas qu'on peut réussir. Mais je sais pas, il y a toujours eu cette envie. Peut-être que c'est les parents qui me l'ont inculqué. Ouais, ce que j'allais C'est te de dire. dire que eux, ils ont galéré encore Mhm. plus que nous parce que quand tu pars d'un pays pour venir dans un autre vivre, on se rend pas compte de ça. Nous, je sais même pas si on serait capable de le faire. On se rend pas Hmm. compte qu'eux, ils ont tout quitté pour venir en France et tout nous donner. Et ben inconsciemment, mine de rien, tu as tout ça qui doit entrer en jeu en te disant qu'il faut que tu réussisses, il faut que tu ailles chercher le meilleur. Tu dois te battre pour 2 fois plus, 10 fois plus même, parce que forcément, on sait que c'est compliqué. Mais même, tu te dis, même si tu viens de très très bas, il y a possibilité d'aller le chercher. Je sais que c'est un discours qui est peut-être facile à exprimer, parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance, peut-être, cette bonne étoile, et de me dire que ouais, il faut pas lâcher l'affaire et il faut continuer. Et tu penses que le sport que tu as pratiqué depuis du coup ta jeunesse, ça a été un espèce euh, d'apprentissage à aller chercher des victoires, aller chercher des réussites ou ça n'a rien à voir? Non, je pense que ça a aidé. Je Ça pense a que aidé, hein? il y a eu un tout qui fait que mentalement, tu essaies, tu tombes, mais tu te relèves. Ce soit la mentalité des parents qui te pousse, quoi qu'il arrive. Mon grand frère qui a toujours été là, hein, qui m'a donné l'exemple. Le fait que qu'en sport, ouais, bah, au judo, j'étais peut-être mauvais. Je me rappelle, j'ai fait 3 ou 4 ans de judo, Ouais. mais je faisais que de perdre. Sincèrement, j'étais mauvais, quoi. Ok. Mais mine de rien, peut-être que ça m'a aidé aussi. Au foot, au début, mais vraiment, j'étais nul. Ok. J'étais sur le banc quand j'avais 6-7 Aujourd'hui, ans. t'es bon, aujourd'hui, Alors, beaucoup vont voir cette vidéo et vont me dire dernièrement, ça ton five, comment ça s'est passé? C'est vrai que je me suis blessé. Mais voilà, non, j'ai appris, je pense qu'avec le foot et le sport en général, tu apprends quand même à t'endurcir. Et ouais, moi je pense que ce côté apprendre à perdre et à mieux te relever, tu l'apprends beaucoup dans le sport. Ok. Et tu parlais d'exemple. Est-ce que toi, dans ta famille, peut-être, ou peut-être tes parents, les métiers qu'ils faisaient, c'était des métiers où ils étaient, je sais pas, des métiers en grande réussite, où ils étaient cadres, ou c'était quoi en fait Moi, mes parents, ils ont tout quitté et se sont retrouvés. Ma mère était technicienne de surface, comme on dit aujourd'hui, femme de ménage. Donc, ok. elle était femme de ménage et mon père était dans les chantiers publics. Donc, des métiers Ok. très Ouais. galères, très compliqués. Le matin, mon père, il se levait à 5 h, etc. Il revenait à 17 h.
tu es complètement KO 18h. Cassé. Et voilà, donc je pense que ça aussi, c'est des choses que tu te rends pas compte quand tu es petit, parce que tu n'as pas conscience de ces métiers-là. Mais je pense qu'à un moment, il y a la petite graine qui pousse et tu te dis, ouais, bah, ils n'ont pas fait ça pour rien. Moi, je suis fier de mes parents et maintenant, je veux continuer à les rendre fiers. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Et du Mon coup, frère, c'est la même chose. au niveau de la scolarité, plutôt à l'aise, pas à l'aise, le bac. Ah, Tu en as parlé juste avant. On en a parlé juste avant. En VRV. Hein. Donc, non, vrai de vrai. Donc, scolarité simple. J'étais plutôt bon élève. Ok. Je m'en sortais bien. J'avais des facilités sûrement, etc. Donc, tant mieux. Jusqu'au collège, lycée. Et le lycée, t'apprends un peu trop Je rigole déjà, parce que- voilà, l'adolescence, la grande Ouais, adolescence, ouais. etc. Tu te laisses un peu aller. Et c'est vrai que moi, mon bac, je l'ai au bout de la deuxième fois. Ok. Au rattrapage en plus. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça. T'apprends. Et ça t'empêche pas de faire le parcours que tu fais aujourd'hui. Ça- Et ça c'est pour ça t'en- que c'est important de le dire, parce qu'en vérité, pour Exactement. notre audience, c'est pour leur dire qu'il y en a certains qui vont passer le bac parce que ou qui l'ont passé là et qui vont avoir le résultat et qui sont en train de stresser alors qu'on tourne le podcast. Alors qu'en vérité, on peut faire des très beaux parcours en ayant loupé son bac, en le repassant, même des fois en ne l'ayant pas. Hein, Ouais, tu vois. complètement. Tu as complètement raison. C'est comme cette image qu'on a à chaque fois quand on arrive au lycée. Faites un bac S, ça ouvre toutes les portes. Faut arrêter. C'est pas. Enfin, il y en a qui vont avoir des facilités. Il y en a qui n'auront pas de facilités. Il y en a qui sont pas faits pour l'école. Il y en a qui sont faits pour l'école. Il y en a qui arriveront à faire des choses manuellement, qui arriveront à faire de grandes entreprises. D'autres qui arriveront pas, qui sont faits pour autre chose. En fait, il faut arrêter de croire qu'il y a une seule et même porte pour tout le monde. Et tu fais quel bac toi que tu fais? Moi, je fais un bac L. Ok. Au début, je l'ai fait par défaut. Hein. Ok. Mais véridique. Je voulais faire un bac ES. J'étais D'accord. plus maths, etc. Ok. Et on va dire la vérité, quand je suis arrivé en seconde, j'ai eu un prof de maths qui m'a complètement dégoûté des maths. J'ai lâché l'affaire, j'ai arrêté de bosser et je suis parti vraiment sur un bac L, mais par défaut, hein, vraiment. Mine de rien, le bac L, c'est un peu la voie aussi vers ce que tu fais aujourd'hui. Tu vois, comme quoi, il y a. Comme quoi, Comme quoi, destin. quand c'est écrit, Mec c'est tout. écrit. Hein. Ouais, On peut pas, en fait, on peut pas échapper à notre destinée. Et Ok. j'aimais bien lire. Oui, j'étais bon dans la lecture. Mais par exemple, moi, la philosophie, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Alors, tout le monde avait de la philo, sauf qu'en L, on avait 8 heures de philo. Ah ouais. Fallait les digérer, les 8 heures de philo. Et surtout quand tu refais en plus une terminale comme moi, parce que du coup, j'ai fait 2 terminales. Ouais. Donc, Tu non, te retapes c'était. la philo. Voilà, tu retapes la philo. Mais voilà, la deuxième année, on va dire que j'ai un peu plus travaillé. Je me suis rendu compte de mes bêtises. J'ai un peu plus travaillé. Bon, pas forcément vu que je suis parti au rattrapage, mais voilà. Mais tu l'as eu. Mais Ok. je l'ai eu et comme quoi, ouais, tu peux avoir un bac et faire de bonnes choses. Tu peux ne pas avoir un bac parce que moi, je me souviens qu'après mes études, pendant mes études, lorsque j'étais dans les études de journalisme, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas eu de bac, qui sont passés par d'autres filières, etc. Ok. et qui ont fini journaliste. Après, du coup, le bac, après les aventures du bac, tu rentres en école de journalisme. Comment ça se passe? Alors, du coup, tu as commencé déjà à rédiger. Voilà. Tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, les premières. On dit quoi, pige, c'est Ouais, ça? c'est ça, exactement. Correspondant local. Correspondant Et, local. c'était trop marrant parce que j'avais une petite carte à moi et Ok. tout, et j'avais 17 ans. Et en fait, le week-end, on m'a affrété Enfin, on me disait, tu vas avoir un match, tel Ok. match. Donc, ça pouvait être un match de foot, de basket, ce que tu veux. Ça pouvait être des U14, des U16, des n'importe. Totalement fou. Et mon premier article, c'était au mois de février. Ok. Je me rappelle, c'était PSG contre Chartres à l'époque, donc Ok. ma ville locale. Et c'était les U14. Et je fais un article. Donc, je vais avec mon carnet à l'époque dans les tribunes, je prends mes notes, je vais interviewer l'entraîneur, les entraîneurs à la fin. Je retourne au bureau le soir même, j'écris mon article, il me le corrige, il me montre ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, etc. Et ensuite, le lundi matin, mon article est publié dans le journal local. C'est fou. C'était l'Écho républicain. Et après, ce qui s'est passé, c'est que donc, pendant mes années de lycée, je continuais à écrire les week-ends. Et ce qui était très marrant, c'est que forcément, j'ai des amis qui jouaient au foot Ok. au lycée. Et ce qui était le running gag, c'était ça y est, tu vas voir nos matchs. Donc, hop. Et le lundi, à la récréation, tout le monde était en train de lire le journal, en train de dire est-ce que tu as mis mon nom, est-ce que tu as mis mon nom, etc. Et donc, c'était trop drôle, quoi. On Ah, c'est s'amusait à fou. ça. Et donc, voilà, je me suis amusé pendant des années à écrire ces articles-là. C'était une bonne formation au final. Parce que dans le journalisme, on dit toujours que ce qui est important quand on écrit, c'est d'aller en presse locale. Et au final, j'ai été formé très tôt en presse locale. Donc, ça m'a permis de comprendre peut-être comment on écrivait un article assez facilement. Et peut-être que ça m'a apporté des facilités pour la suite. Tu sais, ce qui est fou, c'est que tout ça part quand même de ta volonté, de ton ambition, mais aussi de ton réseau, d'un contact qu'on t'a fait et peut-être de ton savoir-être. Parce que j'en parle souvent à mes étudiants, parce que
j'interviens sur les questions de savoir-être dans des classes, dans des écoles de commerce. Et je leur dis souvent que dans leur classe, il y a peut-être des goths autour d'eux. Et le comportement qu'ils auront peut-être avec leurs propres camarades de classe peut avoir un impact après, plus tard, sur leur avenir. Et là, ce que je me dis, c'est qu'en fait, toi, je suppose que tu avais un savoir-être qui était assez agréable pour que cette personne devienne ton ami et te dise, vas-y, tu sais quoi, je vais en parler. Et ça, c'est important d'entendre parce que on néglige des fois les réseaux très proches. Et pour les jeunes qui nous regardent, bah ouais, le réseau qu'on a eu en classe, le réseau qu'on a eu dans les premières expériences professionnelles, ça peut être un réseau qui peut évoluer, grandir. Et puis les gens, ils ont des parcours qui peuvent être super intéressants et rester au contact ensemble et avoir des super opportunités comme celle-là. Je suis complètement d'accord avec toi et merci de le souligner parce qu'on a tendance parfois à voir trop haut, à se dire ah ouais, c'est un petit contact, il va pas m'apporter ou bon, je le sais, hein, je suis passé par là parce que le nombre de fois et encore aujourd'hui où quand je suis à un événement ou autre, tu me connais pas et on va me dire ah il est pas intéressant etc. Et bizarrement quand on parle de moi ensuite à cette personne, bizarrement on vient me voir ensuite en disant ah ouais t'es intéressant bla, bla. Et en fait c'est ça, c'est parfois on sous-cote Ouais, les personnes ouais. qu'on connaît et n'ayez pas peur de discuter avec les gens que vous appréciez, et même s'ils ne sont pas forcément les fils d'eux ou autres, Mm. parce que c'est souvent ceux qui ne sont pas fils d'eux qui ont des idées en tête et qui ont de bons contacts. Donc ça, c'est très Exactement, important. exactement. Même moi, j'ai commencé avec zéro contact dans la vie. Mm. Je l'ai dit, mes parents viennent de Ouais. nulle part, j'ai personne dans le journalisme, et pourtant, j'ai réussi à me C'est faire ton mon carnet. savoir-être qui t'a permis de pouvoir finalement répondre, en tout cas saisir cette opportunité. Je pense complètement. Mais et encore une fois, je pense que c'est inconscient au début. Mm. Parce que je suis pas parti au lycée en mode Oui, oui, je oui, vais bien trouver sûr. ce contact qui va m'aider, ah trop bien, Bien sûr. etc. Il n'y a aucun calcul de ma part et je pense que c'est petit à petit, et même encore aujourd'hui, c'est comme ça que je me suis fait mon réseau. C'est petit à petit en discutant, en échangeant avec des bonnes personnes, des personnes anodines. Et ces personnes anodines, justement, on se dit, ben, elles vont rien t'apporter. Et en fait, au contraire, c'est en discutant, prenons le temps de discuter avec les gens et vous verrez, mais parfois on se rend pas compte, tu discutes avec une personne toute simple et elle t'apporte énormément de choses. C'est Moi, tu vraiment- sais ce que je fais souvent quand je voyage seul, quand je prends un avion pour rejoindre des fois, parce que des fois, j'ai pas beaucoup de vacances et donc mes enfants et ma femme ils partent en vacances. Je prends des fois des courts courriers, tu sais, des trucs pas chers, des Ryanair, des EasyJet, des trucs à l'arrache. Tu es là dans ton siège un peu serré, etc., à côté de quelqu'un. Et des fois, tu fais le choix de mettre tes écouteurs et pas calculer, ou tu fais mon choix à moi, et ce que je conseille aux gens, c'est de parler avec la personne qui est à côté de toi. Et des fois, juste en te posant la question, comment vous allez, vous allez où, etc., on peut peut créer du réseau, du contact, et on peut être très surpris. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens que, du coup, quand je suis arrivé sur mon site de vacances, ils me disent, écoute, passe à la maison, on a une piscine, tu pourras aller avec les enfants, tiens, je connais tel endroit, tu dis que tu viens de ma part, et ça m'a ouvert des portes. C'est incroyable. Alors que c'est juste, je me suis assis à côté de quelqu'un, Ouais. j'ai pas disrespect en se disant on est tous les deux en classe éco, en galère, avec nos sièges tout petits, mais on échange quand même et voilà. Et puis des fois ça n'a rien donné non plus, il n'y a pas d'objectif, mais on passe en tout cas un bon vol. C'est plutôt agréable parce qu'à la base l'objectif n'était pas d'avoir des opportunités, mais se dire tout simplement, voilà, ça ouvre l'esprit, ça permet de passer un bon moment. Ouais, et le simple fait d'échanger, de discuter, parfois on est timide. Il y a beaucoup de personnes qui ont une timidité et qui ont peur forcément de discuter. C'est pas honteux parce qu'on sait que l'être humain est comme ça. Des fois, tu as envie d'aller discuter avec des gens, mais ton cœur est là en train de te dire bah ouais, mais j'arrive pas, je sais pas, j'ai honte, etc. Ça peut arriver vraiment. Mais rien que le fait de pouvoir échanger comme toi tu l'as fait, Mm. à la fin, tu prends même pas le contact, mais ça va te libérer un peu. Tu vas dire, bah, en fait, je suis capable de discuter avec des gens inconnus. Et ça peut aider, Exactement. ça peut aider, libérer. ça peut t'ouvrir. D'ailleurs, alors, tu vas commencer à nous parler de après, du coup, post-bac. Euh, tu rentres dans une école de journalisme. C'est quoi une école de journalisme? Comment on y rentre? C'est quoi un peu? Comment ça se passe? Dis-moi. En fait, après le bac, Ouais. j'avais postulé dans des écoles de journalisme parce qu'il y avait 12 écoles reconnues, entre guillemets, Ok. dans le métier de journalisme. Sauf que j'ai pas été pris. Il y en a une où j'étais en attente. Ok. Et, sauf qu'il y avait 29 places, je crois, et j'étais, je crois, 46e. Donc autant te dire que c'était foutu. Donc je suis parti juste un an en école, en fac d'histoire en attendant, Ok. pour passer le temps et pour apprendre un peu d'histoire parce que j'aimais bien. Et pour profiter en même temps de T'as pas passer lâché, d'autres hein. concours. Bah, on essayait. Fort. Et j'étais à Tours.
Et ensuite, j'ai postulé dans des écoles parisiennes de journalisme. Et je me suis retrouvé dans un institut qui s'appelle l'Institut Communication, je crois, de Paris, un truc comme ça. Ok. Et j'ai fait la licence. Et alors, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait des cours de demi-journée souvent. Et en fait, tu pouvais en profiter pour faire des stages. D'accord. Et moi, je montais sur Paris, mais j'habitais à Chartres. Donc, je faisais les allers-retours en train. En fait, pour gagner mon temps, entre guillemets, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas trouver de stage à ce moment-là? Donc, j'ai postulé à droite, à gauche. Et j'ai été pris dans une radio locale. Et je faisais des biographies d'abord de chanteurs, etc. D'accord, Style Rihanna, ok. etc. Donc, c'était un peu pour remplir leur site internet. Donc, c'était un premier stage. Puis de là, j'ai postulé dans d'autres. J'ai été pris chez TF1 pour faire un stage pendant 6 mois, etc. Ok. Et en fait, j'ai profité pendant les 3 ans de cette licence où il y avait Sur les des trous, demi-journées. sur les demi-journées pour faire des stages. Et ça m'a aidé justement à faire mon propre réseau, justement parisien, entre guillemets, et de journalisme. Une question, du coup, c'était des stages qui n'étaient pas obligatoirement rémunérés. Tu y allais vraiment pour l'expérience. C'est Ouais. important de le dire, ça. Pour l'expérience, je sais que le stage à TF1, parce que c'était la dernière année, et là, il y avait vraiment des grosses demi-journées et une journée complète. Là, c'était payé, c'était Ouais, rémunéré, ouais. donc ça, c'était cool. Mais en revanche, les premiers, je me souviens que c'était pas du tout rémunéré. Donc, j'y allais vraiment en me disant, bah, c'est le seul moyen de te faire des contacts, parce que sinon, tu n'en auras jamais. Et ça m'a vraiment facilité, ouais. Et du coup, que tu arrives avec un CV quand même, finalement, avec des expériences. C'est ça, parce qu'après, tu arrives avec ton diplôme. Ton diplôme. Donc ça, c'est cool. ouais. Tu arrives avec ton expérience. Donc déjà, tu peux commencer à postuler. Et après, l'idée, c'était est-ce que je postule tout de suite dans le métier? Est-ce que je vais y arriver? J'ai commencé à tâter terrain. Je trouvais pas de poste. Je me suis dit, bon, on va essayer de continuer. T'as ta licence, t'as ton diplôme, et donc tu te dis, ok, je vais directement rentrer dans la vie Bah, je active. me suis dit, je vais essayer. Ok. Mais j'ai pas tout de suite trouvé. Et du coup, il y a quelqu'un qui me parle de faire une école de journalisme encore, mais en alternance cette fois. Ok. Et c'était l'école de Lille, donc qui est une des plus reconnues en alternance. Ok. Et je me dis, bah ok, c'est parti. De là, je cherche une alternance. Enfin, je passe le concours, je suis pris, mais il faut trouver son alternance. C'est comment ça se passe. Ok. Ouais, c'est une compliqué. galère. Je cherche, je ne trouve pas. Je contacte un ancien prof à moi. Tu vois, encore une fois, contact Ouais, contact. un ancien prof Tu de, prends soin de de ma ton licence. réseau, bah ouais. Et je lui explique. Et il me dit, bah, tu sais quoi, on est là où je suis, puisque je travaille dans un magazine. On est en train d'ouvrir un poste en alternance. Si ça te tente, viens passer l'entretien. Je te présente le directeur, directrice. C'est à toi de faire tes preuves. Ok. J'ai fait mes preuves, etc. J'ai été pris pendant 2 ans chez eux. C'était Et quoi le j'ai fait magazine? C'est l'événementiel. C'est un magazine qui ok. s'appelle l'événementiel. Je ne sais pas s'il existe encore. Ok. Mais en gros, ce qui était pas mal aussi, parce que ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort, à savoir le sport. Le Parce sport. que j'écrivais que dans le sport, pratiquement, à part les biographies la dernière fois, mais que je t'ai parlé, la biographie musicale. Et du coup, je voyais un peu l'envers du décor, le côté marketing, business, etc. Et ça, c'était pas mal aussi à apprendre. Et c'était un magazine. Donc, ça me permettait d'apprendre à écrire dans un autre registre. Ça, c'était intéressant aussi. Carrément, pour ceux qui sont de notre audience, qui sont un peu jeunes, les magazines, c'est ce qu'on achetait. Notre génération, ceux des années 80 et même avant, Alors, voilà. qu'on achetait dans des espèces de petites boutiques où il y avait des livres des magazines, des journaux. Et donc le magazine il sortait, je crois, de manière hebdomadaire, hein, à la différence du journaux. Ouais, je crois que Des c'était- journaux qui sortaient une fois par c'est jour. ça, ouais. Et donc, ou des fois une fois par mois aussi. Je crois que certains c'était une fois magazines. par mois. Ouais, je crois que c'était un mensuel, ouais, C'est un exactement. mensuel. Et, Et donc, vous voyez les points relais, des fois, vous voyez. Ça existe encore un peu dans les gares ou dans les aéroports où tu peux trouver encore des petits kiosques. Mais c'est vrai que nous, on en avait partout. C'était c'était ça. C'était les partout. médias de l'époque. Et hein. même quand on allait chez le docteur, on avait la salle d'attente, c'est on avait vrai. des magazines. C'est vrai. Ah ouais, nous on n'attendait pas sur notre téléphone. C'est hein. vrai, c'est On vrai. s'ennuyait. Bon, vu les magazines, Que on c'était- lisait pas trop, mais ouais. Ah ouais, je te jure. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ok, d'accord. Et donc, du coup, ce magazine-là, tu t'es dit, je vais rester dans ce magazine-là. Ils t'ont proposé de rentrer. Qu'est-ce que tu fais après ton alternance? Donc, Alors tu as un bac après- plus 5, là, c'est Ouais, ça? bac plus 5. Donc je passe un concours, enfin pas un concours, un diplôme à la fin. Donc Ok. voilà, tu passes devant le jury, etc. Donc je l'ai, je serais content. Et à ce moment-là, tu dois finir ton alternance avec un stage encore en entreprise dans une Ok. autre boîte. Ok, Et on est en période on est en 2012, il y a les JO 2012. ok. Et en fait, il y a eu, pareil encore, on a eu un moment dans cette alternance, pendant le cours, on a eu un journaliste de France Football, l'équipe, qui est venu Ok. nous donner cours. Parce qu'en Ok. fait, c'était des différents formats pendant les 2 ans. Tu avais prof de journalisme de droit, journaliste de sport, etc. Et là, on a un journaliste de sport qui est venu de foot. Et j'avais gardé son contact en lui expliquant que moi, j'étais fan, etc. Je lui envoie un message pour lui demander ce qu'il y a à l'équipe. Il y a moyen de me prendre 2 semaines en alternance, etc. De toute façon, c'est pas rémunéré. Mm. Il me dit, OK, pas de problème, je donne ton CV. C'est Lourd. parti, je suis pris.
Je fais mes 2 semaines de Un fin peu de d'études. culot là, du coup là Ah, mais là, du c'est culot. vraiment culot, là. Ouais. Et finalement, ça s'est bien fait. Pendant les JO de 2012, Ok, je fais top. mon stage là-bas. Donc, je finis. Après, j'ai mon diplôme. Je repars donc avec diplôme plus toute cette expérience-là. Et je demande Ah, à... une question, quand tu as Pardon. ton diplôme, est-ce que du coup tu as une carte de journaliste? Est-ce que tu as la fameuse carte presse qu'on voit des fois pour les journalistes qui font sur des, des théâtres de guerre ou des pays qui sont en difficulté et qui montrent leur carte de presse pour pouvoir accéder à Ouais, des la endroits. carte de presse, tu l'obtiens à partir du moment où tu commences à être rémunéré. Comme j'étais en alternance, j'avais Ok, le droit de la demander. ok, Et les 2 premières années, c'est une sorte de carte de presse stagiaire. ok, Donc ça tombait bien, comme j'étais en alternance, c'est bien. Donc ces premières années, cette carte de presse, tu dois la renouveler ok. chaque année en fait. Ah, d'accord. Si tu n'es pas dans un média ou si tu n'es pas pigiste, etc., si tu n'es pas journaliste officiel, tu peux pas la réclamer. Et elle peut s'arrêter. C'est la commission du journalisme en fait qui la valide chaque année. Donc Ok. chaque année, il y a un renouvellement à faire. Donc ça, c'est voilà. Et en fait, donc je finis cette alternance, je cherche du travail et je me rends compte il y avait un quotidien, c'était quotidien Direct Matin à l'école, Ok. à l'époque, Direct Matin gratuit, qui cherchait Qu'on avec distribuait 20 minutes, tout ça, dans les etc. transports, voilà. Exactement. Et qui Ok. cherche un journaliste sportif. Donc je la vois et tout, je postule et je demande à mon ancien directeur encore, est-ce que vous connaissez par hasard, parce que c'est le métier, est-ce que vous connaissez les gens de Direct Matin, etc. Il dit, je crois que je connais et tout, mais je leur parlerai de toi pour appuyer ta demande. Et D'accord. ça s'est passé comme ça, j'ai été appelé, on m'a fait tester évidemment, voir si j'étais au point, etc. Et j'ai été pris pendant 6 mois, 1 an au Direct Matin. Ok. Et de fil en aiguille, en fait, comme après le groupe était proche de Canal+, je suis rentré directement dans le groupe Canal+. D'accord, ok. Ok. Alors j'ai deux questions qui me sautent, qui me viennent directement à l'idée, en tête. Première question, quand tu vas donc du coup découvrir ces médias-là, on est en plein boom des réseaux sociaux, en plein boom d'Internet. Et ma question, c'est comment tu vois ça? Tu vois, aujourd'hui, les jeunes là, qui sont en cours, ils sont en train de voir l'IA arriver, ils se posent beaucoup de questions. Toi, comment tu le vis? Parce que tu es totalement percuté par cette révolution. Comment ça se passe? En Ma fait, question. moi, déjà, je trouve que toi et moi, on fait partie d'une Génération. génération qui a tout vécu. Ouais. Et je trouve, je veux pas nous jeter de fleurs, mais je trouve qu'on est une génération qui sait s'adapter. Parce qu'on est passé du papier à l'écran, à l'ordinateur, à tout. Du à Minitel, Minitel. à C'est Internet, ça. des cassettes, Et en fait, on au a tout vu. streaming. Exactement. Les téléchargements émules, Je tout te ça. jure. Ah, on a fait le connaît. MP3, etc. Ouais, tu connais. Où il fallait enregistrer. Sinon, Enregistrer. avant de télécharger, tu te rappelles, quand tu prenais ta petite cassette et que tu enregistrais sur ta chaîne IFI et que tu attendais la fin du jingle pour bien enregistrer ta chanson. T'enlevais la pause. Voilà, on Tu est passé connais. par là. Hein, il y en a beaucoup, je pense, qui Ils vont. connaissent pas, mais nous on connaît. Donc, ils vont se On est une reconnaître. génération qui s'est beaucoup adaptée. Et je trouve que, ouais, alors il y a eu cette claque évidemment, mais ça va. J'ai eu de la chance et je trouve que je me suis Ok. bien adapté. J'ai compris qu'il fallait vivre avec son temps, Ok. mais en même temps pas négliger le passé. Et il y a des choses qui sont importantes comme les livres. Je trouve que forcément la nouvelle génération peut-être lit moins, mais même si on a tendance à la cataloguer en disant qu'elle lit moins, je trouve que quand même elle lit aussi quand même encore un peu. Et mais je trouve que nous, ouais, on est une génération qui sait s'adapter. Et moi, j'ai réussi à m'adapter. L'IA est arrivée aujourd'hui. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. L'IA, si tu la prends comme quelqu'un qui va te remplacer, tu n'as rien compris. Si tu la prends comme un assistant, Ok. c'est mieux. Je suis d'accord avec toi. Et sinon, tu vas pas t'en sortir. Si tu veux déjà être remplacé toi-même, c'est que tu n'as rien compris. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, j'avais l'impression, en tout cas de loin, parce que bah, du coup, c'est pas mon milieu, les journaux, les magazines étaient en train de disparaître. Du coup, quand tu as un jeune sorti donc, du coup, de ses études, est-ce qu'on vous a préparé à ça? Est-ce que avec tes camarades de classe, vous aviez je sais pas, une stratégie de se dire il faut rentrer en télé parce que c'est là, c'est un média encore qui va exister, faut fuir les magazines, les journaux, ou encore faut aller sur les réseaux, faut aller du coup sur Internet, la presse en ligne. C'était quoi un peu le mindset? Nous, alors ça va. Moi, mon diplôme, mon dernier diplôme en alternance, c'est un diplôme de journaliste bimédia. Presse écrite, Ok, web.
Donc je pense que déjà, il y avait aussi l'idée à l'école Ok. de préparer De les préparer gens à ça. au futur. Ok. Et c'est ça qui a été bien. Donc du coup, moi, j'étais déjà préparé au web, pas forcément aux réseaux sociaux en revanche, Mhm. parce qu'à cette époque-là, je me souviens, moi, je venais de m'inscrire même sur Twitter. Mhm. Donc tu vois, on était déjà dans cette époque-là où Twitter commençait à exister. Mais on voyait qu'il y avait quand même un développement des réseaux sociaux qui commençait à se faire. Mais par la force des choses, oui, on s'en est rendu compte. Alors les magazines, les journaux et compagnie ont commencé à disparaître. Peut-être pas que à cause du web, mais aussi par le fait que les publicités, justement, mettaient moins de moyens Ok. dans ces Bah médias, parce que forcément, il y a Internet qui arrive, il y a la C'est télévision, le il y a modèle économique des journaux. Donc, du coup, Exactement. ils perdaient de C'est ça, donc c'était très compliqué. Donc je pense qu'il y a aussi de ça. Et puis il y a chiffre aussi cette d'affaires. période du Covid qui a fait énormément mal aux médias, parce que les médias gratuits, par exemple, vivaient énormément des publicités. Donc c'était très compliqué de continuer avec ça. Ce modèle était... Le Covid a accéléré pour toi la disparition des médias papier. Oui, parce que forcément, quand tu restes chez toi, déjà, tu ne sors plus l'acheter. Ouais, Et il ouais. y avait cette appréhension de toucher n'importe quoi. Tu te rappelles, dès qu'on touchait quelque chose, T'as il y a la raison. peur du Covid. Donc déjà, il y a eu ce développement encore un peu plus des réseaux sociaux. Tout le monde était chez lui en train d'utiliser son téléphone, lancer un podcast. Même moi, j'ai lancé à l'époque, je me souviens, un podcast sur les sports de combat pendant Ok, le Covid parce que ok. j'avais envie, etc. Donc tu vois, rien que ça a fait accélérer les choses, je pense, sur le côté développement réseaux sociaux, développement web, développement podcast, etc. Et euh, après terminer ce changement entre guillemets d'époque, est-ce que les espèces de journalistes, j'allais dire du dimanche, des réseaux sociaux, de Twitter, de YouTube, d'ailleurs nous on crée du contenu sur YouTube et moi t'as vu je me présente pas comme un journaliste, t'as vu je te le dis tout de suite, moi je suis grave pas un journaliste, je Pourtant, suis tu as là des pour mettre en questions avant. meilleures que certains Ah, journalistes, je sais il pas. faut le dire. Mais moi, en tout cas, mon idée, c'était de mettre en avant les gens. Et moi, je suis un entrepreneur, je ne suis pas un journaliste. Par contre, effectivement, je me dis, bah, vous, de voir que des gens commentent ou encore créent des contenus un peu à tort et à travers, comment vous le vivez à cette époque-là? Parce que Twitter se lance, et je me rappelle, c'est plus l'AFP qu'on regarde, c'est Twitter. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, tu rentres dans le groupe Canal+. Est-ce que tu es direct dans le foot, en tout cas dans le sport, ou tu fais un peu de tout à l'époque Non, quand t'arrives je suis déjà dans le sport. Je suis Ok. journaliste sportif, je reste dans le sport. Et je partage vraiment tout. Je suis toutes les activités sportives. Ok. Même les sports que j'aime un peu moins, forcément, je les suis quand même. Ok. Et comment je vois ça? Moi, je suis. Alors, pour moi, je suis d'avis qu'il y a de la place, entre guillemets, pour tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, tu as des créateurs de contenu qui font très bien leur boulot, qui apportent une plus-value. Et je pense que le métier de journaliste doit aussi parfois se renouveler. Ok. À nous aussi de voir comment modifier la chose pour garder aussi cette originalité de journaliste. C'est bien qu'il y ait des créateurs de contenu qui vont à la rencontre des joueurs parce qu'il y en a qui ont des amitiés avec eux, etc. Et peut-être que justement, c'est aussi pour ça que les joueurs parlent moins aux journalistes et vont plus parler à ces créateurs de contenu parce sont de la même génération. Ils comprennent qu'il n'y aura pas de sous-entendu parce qu'on a vu des dérives pendant des années où un journaliste interviewait un sportif et retranscrivait mal ce qu'il avait entendu. Et parfois, on avait des clashs entre joueurs et journalistes. Et ça, c'était dommageable. Donc, je pense qu'il y a eu du mal fait par certains journalistes et il y a du bon fait par certains créateurs de contenu. Et justement, aux journalistes de pouvoir retrouver leur place, de montrer qu'il y a les créateurs de contenu d'un côté qui font très bien leur travail, mais en même temps qu'il y a les journalistes qui sont là pour garantir ce métier-là et ajouter une plus-value. À nous de vivre avec notre air du temps, de rajouter des choses. Et il y en Ok. a qui le font très très bien. Parce que dans les années 2010, on était quand même sur. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais en tout cas, de loin, en préparant notre échange, je me disais, c'est vrai que dans les années 2010, c'était un peu l'âge d'or des journalistes sportifs. Tu avais des radios qui mettaient toutes leurs petites émissions de sport. Tu avais donc les médias télé, les chaînes d'infos, elles avaient toutes à un moment leur émission de sport. Tu avais l'équipe 21, je crois qu'ils sont arrivés à peu près dans ces zones-là. Et alors, soit c'est parce que je me butais au foot et j'avais l'impression qu'il n'y avait que des médias de foot, mais effectivement, j'avais l'impression que si tu voulais consommer sport du matin au soir, c'était devenu possible. Alors qu'avant, on devait attendre l'équipe du dimanche, on devait attendre sur TF1 pour ceux qui regardaient Téléfoot, on devait attendre, tu vois.
Alors que ça y est, on pouvait accéder à du sport tout le temps et des analyses, des contenus. Et je me rappelle que il y avait plein de chaînes. Hein. Je me rappelle même que même sur France Télévisions, et il y avait des émissions de foot. Et donc, est-ce que tu le vis aussi comme ça ou pas du tout C'est Je moi. le- Je mettrais un bémol entre guillemets parce que je trouve que il y avait beaucoup. Il y avait plusieurs émissions, Ouais. mais je trouve qu'il y avait pas assez en vrai de médias sportifs. Ok. Et je trouve qu'en France, on n'a pas assez de médias sportifs quand tu compares aux autres. Alors quand je dis médias, je parle vraiment de journalistes, pas de création de contenu ou Ok. de podcast. Ouais, ouais, ouais. Et à l'époque, je trouvais que en Espagne, en Angleterre, etc., il y avait beaucoup plus de choses qui étaient faites, même en Italie. En France, on avait du mal à laisser la part belle aux médias sportifs parce qu'on a souvent eu aussi, même c'est dans l'histoire aussi, en France, on a un peu de mal avec le sport peut-être. Alors, il y avait cette phrase de Florent Manodou qui avait dit on n'est pas un pays de sport. Hmm. Moi, on n'est pas un pays de sport. Je dis toujours, on est un pays de sportifs, mais pas un pays de sport. C'est-à-dire qu'on a énormément de sportifs, mais on les met pas assez en valeur. Ok. Et ce que je trouve bien, et c'est là où je reviens en même temps sur ta question précédente, la création de contenu, les podcasts, les vidéos, les chaînes YouTube comme la tienne ou d'autres, eh ben en fait, ça a rajouté des médias dans le sport. Ça Ok. permet de mettre de la visibilité sur énormément de sportifs. Alors qu'auparavant, quand on avait des émissions, tout ce que tu as cité, on ramenait surtout les têtes d'affiche. C'est vrai. Et tu ne parlais pas des autres. Les boxeurs, le MMA, j'en parle même pas parce que C'est interdit c'est à interdit. Là, ça revient, ça commence à venir. Mais il y a plein de discipline où on parlait parlait que pas. des têtes d'affiche. Ouais. Et je On trouve parlait que- des JO avec tous les sports pendant la période des JO pendant 4 ans. Et après, extinction des feux, on Exactement. n'en parlait plus pendant 4 ans. C'est ça. On parlait que un peu de le foot, le rugby. Ouais, c'est vrai, on parlait pas de Ouais. grand-chose d'autre. Ouais, Donc je suis tu en train vois, de réfléchir. Ah donc ouais, c'est t'as ça. raison. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qui est bien aussi, c'est que d'avoir plein de podcasts qui pullulent un petit peu partout. Et ben moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir énormément de contenu. Donc l'âge d'or est voilà. mais maintenant pour toi, plus Bah, qu'avant. L'âge d'or des médias, quand je prends la globalité journaliste et création de contenu YouTube, etc. Ah ouais, là, aujourd'hui, tu as des podcasts sur le foot, le basket, les sports de combat, je t'en parlais. Tu as de tout, tu as de la gymnastique. Ah, En fait, bien tout sûr. le monde a créé son podcast et je trouve que c'est bien parce que tout le monde, tous les sports sont mis en valeur Ouais, aujourd'hui. tu as des événements sportifs, même de danse. D'ailleurs, le break est rentré au JO tellement que c'est devenu un sport reconnu. Ouais, tu as raison. Et alors, une question. Donc, toi, tu rentres dans le groupe. Tu es à quelle place et comment tu évolues? Comment ça se passe? C'est quoi le game quand on rentre dans des machines comme ça? Parce que vous êtes beaucoup de salariés, Ouais. c'est un gros groupe. C'est un gros groupe. Quand tu rentres quand même dedans, Parce tu qu'à te dis, l'époque, Canal+, c'était le numéro 1 dans le sport. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai. Et tu rentres dans un gros groupe et tu te dis, waouh, t'es dans une machine. Au début, tu te dis, incroyable, je suis chez Canal+, c'est une folie. Et vraiment, c'est super, franchement, Bien sûr, on en t'es parlait heureux, tous. quoi. Bah ouais. Et en fait, après, tu rentres dans la machine, tu dois produire. Moi, je suis journaliste sportif, je suis sur la partie digitale, Ok. donc c'est rédaction d'articles, ça peut être des vidéos, etc. Énormément d'interviews, des résumés de matchs, des avant-matchs, trouver des angles différents de temps en temps parce que il faut que les articles soient assez originaux. Ok. Donc, il faut que tu réfléchisses ouais, il faut penser vraiment à des sujets que personne d'autre n'a pas pensé parce qu'il y a d'autres journalistes, il y a d'autres personnes dans d'autres métiers, dans d'autres médias, et il faut essayer d'avoir un temps d'avance sur eux. Et ça, il faut vraiment réfléchir, quoi. Et du coup, tu es à quel poste quand tu rentres et tu es à quel poste aujourd'hui? Comment ça s'est Là, passé? je suis journaliste. Alors, quand je suis rentré, je suis journaliste sportif digital. Ok. Donc, c'est partie digitale, c'est les sites web du groupe Canal qu'on alimente. Ok. Et aujourd'hui, Vous êtes je suis- combien pour comprendre? en sport, le problème, c'est qu'il faut dissocier la télé, Ok. parce qu'ils sont énormément. Il y a la création de contenu des Juste sur réseaux le- Juste sociaux. sur le web. Sur le web, on est, je dirais, une cinquantaine, Ah ouais, soixantaine quand même, ok. ouais. Parce qu'il y a Et plusieurs. même avec l'IA toujours? Ouais, toujours. L'IA, moi, je sais que je l'utilise pas. Ok. Ça va m'aider quand je vais vouloir résumer quelque chose. Et je suis même obligé de relire ce que dit. Pour citer, par exemple, moi, c'est Claude que j'aime bien parce que je trouve que c'est un peu plus concis et carré. Et c'est Il y pas a moins mal à du tout. corriger. Il y a moins à corriger, mais il faut toujours relire, repasser derrière quand tu résumes quelque chose parce que parfois tu comprends rien. Et ça m'aide de temps en temps vraiment pour ma rédaction d'articles ou autre. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais par exemple, nous, je sais que dans le groupe Canal, on n'utilise pas encore l'IA pour la création de contenu. Ok. Il y a des médias qui l'utilisent de plus en plus. J'ai des amis qui m'en ont déjà parlé. Malheureusement, ça commence sur certains médias à utiliser l'IA. Bon, après, chacun fait comme il le veut. En tout Mais- cas, ça peut quand même mettre en péril peut-être le poste de certains. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je pense que l'IA, c'est un assistant.
C'est là vraiment pour t'aider. Pour Ça ne doit pour Voilà. remplacer. C'est vrai que, tu vois, des fois, je, je retiens beaucoup de choses. Dans le sport, je retiens énormément de choses. Il y a des moments, tu oublies certaines choses. Et l'IA, alors il y a Google évidemment, mais l'IA va pouvoir te rappeler le classement d'un tournoi, le classement d'un championnat de France à un moment, de meilleurs buteurs, etc. etc. Ça va t'aider, ça va te faciliter. Mais après, voilà, il faut vraiment savoir utiliser l'IA. T'es journaliste et aujourd'hui, t'es quoi du coup? Alors, je suis journaliste encore, mais j'écris beaucoup moins et je suis pas rédacteur en chef, mais je suis responsable de digital sport. Ok. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire ou qui t'a pu Je vois ta rencontrer question arriver, lors, ça y est. lors de cette expérience? Parce que c'est quoi? C'est 10 ans du coup d'interview, c'est 10 ans d'aller à la rencontre de sportifs. Il y a plein de sportifs qu'on a en tête et qu'on aurait aimé échanger avec eux. Est-ce que tu peux donner 2-3 anecdotes, de dire qui t'a rencontré, quelle est la personne qui t'a le plus impressionné? Bah, j'aime pas trop en dire classer, beaucoup, mais ouais. on va te classer. Mais- Déjà, numéro 1, c'est Zidane. Ok, bah, Zinedine Zidane, décembre 2015. J'oublie pas la date, hein. ah ouais. Incroyable, Ah ouais. incroyable la date. Et en fait, je le rencontre à Paris pour une interview. Pareil, en fait, comment ça s'est passé? C'est un ancien attaché de presse qui s'occupait de voile, donc Ok. course à la voile, etc. Et il cherchait à l'époque des journalistes pour parler de sujets sur la voile, etc. Mhm. Et moi, j'ai dit, je suis intéressé parce que je connais pas le domaine et j'ai envie d'en parler, Ok. pour parler au grand public. Donc, etc., etc. Je fais le sujet, il a été hyper heureux, je fais des interviews. 6 mois plus tard, il m'appelle, il me dit, Saïd, j'ai pensé à toi, il y a Zidane qui arrive à Paris Oh. pour telle marque parce que il fait une conférence sur le sport responsable. J'ai 2 places pour 2 médias. Et j'ai pensé à toi. Il me dit Wow. parce que la dernière fois, tu m'as aidé, etc. Tu vois, comme quoi, parfois, Ouais. ne jamais négliger certains sujets, Ok. même quand on n'y croit pas. Ce que tu disais tout à Sport l'heure. à la voile, Ouais. course à la voile, c'était pas mon domaine. Et pourtant, voilà. Je rencontre Zinedine Zidane. On est 2, un journaliste, je sais plus quel média. Il passe en premier. Au bout de 5 minutes, il sort. On se rappelait plus de lui, c'est pas plus. Non, mais pourquoi l'anecdote est importante? Il sort au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je vois même l'attaché de presse sort. L'autre, il part, il me dit même pas au revoir. Ah ouais. L'attaché de presse sort, il est en colère. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, Saïd, on va attendre un peu parce que Zidane, il est très énervé là. L'autre a posé une question qu'il fallait pas poser. Donc ça s'est mal passé. On va voir comment Ok. ça. Je lui dis, oh là là, ça se trouve, mon interview, elle va tomber à l'eau, etc. Je suis pas prêt. On attend 10 minutes. Finalement, tout se passe bien. On y retourne, on rentre à l'intérieur. L'interview se passe à merveille. Et pour te dire à quel point j'étais vraiment très, très, très stressé, j'étais avec mon carnet et c'était Zidane. Et j'étais en train de dire bonjour Zinedine. Alors, j'étais en train de trembler. C'était la première fois de ma vie. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai tremblé pour une interview. Et à la fin, ça a duré 25 minutes. Il m'a répondu à tout. Et il me dit, il y a son agent qui était derrière. Il me dit, tu veux prendre une photo? Oui, oui, évidemment, évidemment. Donc, j'ai pris une photo avec Zidane. J'étais Ok. hyper heureux. Deuxième interview qui m'a marqué. C'était, je me rappelle plus de l'année, mais c'était avec Shaquille O'Neal Ok. que j'ai rencontré. Ok. Voilà. Je savais que ça- Légende du voilà. basket. Ah ouais. Et j'ai eu l'opportunité de fou. J'étais à Abu Dhabi pour la NBA. Ok. La NBA faisait son premier pré-match de saison à Abu Dhabi. Et j'étais le seul média hors beIN Sport qui avait les droits. J'étais le seul média français à être présent sur place. On était une quinzaine de journalistes vraiment étrangers. J'étais le seul. Et je force en demandant à l'attaché de presse en disant, ouais, il y a moyen d'avoir Shaquille O'Neal et tout, il me le faudrait, nan, nan. Elle me dit, je vais voir. Elle m'appelle à 23h la veille pour me dire, oui, Saïd, demain matin, 11h, vous êtes 5 à la voir. Toi, tu passes et tu as 15 minutes avec lui. Waouh. On le voit et tout. Il rentre dans la salle et Shaquille O'Neal, quoi. Même Immense. là, en y repensant, quand je serre la main, je me rappelle que ma main, elle avait disparu autour de la sienne, tellement c'était incroyable. Incroyable. Bah ouais. Et ça, j'avais vraiment aimé. Et allez, une petite dernière pour la route. J'en ai eu tellement. Franchement, j'en ai eu tellement des très, Tiens, très je bons. vais te poser une question, moi, sur les gens que peut-être tu as croisés. Un sportif africain, comme on va parler de ton livre qui est sur le football africain, un sportif africain avec qui, du coup, tu as fait une interview un peu marquante, qui t'a. Bien joué. Ouais. Bien joué. Bah, franchement, ça m'a permis de la trouver comme ça. Didier Drogba. Ah ouais. Didier Drogba, j'avais été le rencontrer. Un de ses GOAT. Ouais, Ah ouais. franchement, c'est légendaire parce que ce que j'ai apprécié, tu vois, comme quoi j'avais peut-être un temps d'avance sur ce que je voulais faire. J'ai parlé avec lui sur sa carrière, etc. Et je voulais absolument qu'il me raconte ce qu'il avait vécu sur son discours avec la Côte d'Ivoire
après un match de qualification où il avait dit déposer les armes, parce qu'il y avait la guerre Ouais, en il avait Côte la d'Ivoire. guerre. Ouais, Et j'ai on dit souvenir. toujours, grâce à Didier Drogba, la guerre s'est arrêtée Ouais. en Côte d'Ivoire. Et je trouve ça magnifique. Et il me l'a raconté, mais il avait les larmes aux yeux. Et j'ai trouvé ça magnifique. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, le livre, justement. ok. Je raconte tout ce moment-là. Et ça m'avait marqué parce que la légende qu'il est sur le terrain, j'ai absolument aimé son parcours. Le gars, c'est un génie, tout simplement. Et mentalement, c'est quelqu'un de bon aussi. Dis-moi, est-ce que les journalistes sportifs, un peu comme les journalistes politiques, dînent, déjeunent avec les sportifs? Est-ce que vous vous croisez? Est-ce qu'il y a cette proximité qu'on peut des fois voir dans le journalisme politique avec les sportifs? Ça peut arriver. Ok. Moi, alors, pour ne rien te cacher, j'ai jamais mangé avec un footballeur. Ok, Mais par contre, je me suis fait beaucoup de contacts dans d'autres disciplines sportives, ok. notamment la boxe, le MMA, parce que j'étais un des premiers dans le média généraliste à parler du MMA. Il y a les spécialistes, il y a ouais. des très bons podcasteurs qui l'ont fait. Moi, j'étais un des premiers dans le média généraliste à parler On parlait des MMA. de MMA, du UFC, etc. Et du coup, je me suis fait pas mal de contacts. Et ça m'a permis d'échanger, de discuter et de faire même des amitiés Hmm. avec des combattants et combattantes que maintenant avec qui je discute, mais genre de tout et rien. Alors, pendant la Coupe du Monde, ça m'envoyait même des messages quand il y avait le Maroc qui jouait ou des choses comme ça. Carrément. Donc c'était ça se taquinait et tout, c'était C'est marrant. vrai que le MMA, là, avec du coup Doumbé qui a permis de le mettre, faut le dire, hein, le projecteur, Cyril Gann, Charrier, Benoît Saint-Denis. On a des vrais Francis gars. Ganou, Francis, bien Francis sûr. obligé. Voilà. Et dans les anciens, je sais pas, tu te rappelles, Tchèque Congo. Oh là là, Ah, là. Congo. Ah ouais. Tu sais qu'on parle d'interviews que j'ai fait par rapport à mon travail professionnel, mais sur mon podcast, j'avais un podcast à l'époque qui s'appelait L'Arène. Ok. Je parlais que des sports de combat et c'était vraiment pas parler des combats en eux-mêmes, mais parler des personnes. Un peu comme toi, comme tu le fais, rencontrer Ouais. les gens. Et moi, j'avais eu Francis Ganou, j'avais Cyril Gann, Doumbé, j'avais Tchèque Congo, j'avais eu même Jérôme Le Banner et toutes ces Ok. légendes-là. Donc c'était génial de parler avec eux du pourquoi, comment vous vous êtes lancés. Ok, top. On va parler un petit peu, parce que là, on est en pleine Coupe du Monde. Tu as fait un livre sur le football africain. On a une super équipe du Maroc, une super équipe de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Je parle de ces trois équipes-là parce que j'ai trouvé, en tout cas à l'heure actuelle, que en termes de jeu, ce qu'ils nous ont donné à voir, c'était vraiment, vraiment top. On a eu du coup les petits poussets avec le Cap-Vert. Ce qu'ils ont essayé de faire contre l'Argentine, on était tous avec eux. On était tous On Cap-Verdiens. était tous Tous Cap-Verdiens. Cap-Verdiens à On ce est tous moment-là. avec eux. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu Et après, j'ai oublié d'autres équipes. Hein. Il y avait bien sûr l'Égypte, il y avait le Congo, il y a l'Algérie, qui j'ai peut-être pas cité comme équipe Il y africaine. avait le Ghana qui Il y était avait le Ghana présent, aussi. l'Afrique du Sud, bon. L'Afrique du Sud aussi, ouais. On a tout cité, ouais. on a pratiquement, tout tu cité, me ouais, dis, ouais. Qu'est-ce que tu en as 10. pensé un peu de ces équipes africaines, de nos équipes africaines? Déjà, c'était une fierté d'en voir 10. Ça fait plaisir, ça fait du bien parce que le continent africain mérite d'avoir autant de sélections qualifiées en Coupe du Monde. Après, il y a eu cette qualification, il y a eu 9 sur 10 en 16e de finale et je trouve ça exceptionnel. Et là où je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a eu ensuite 2 qualifiés seulement peut-être pour les 8e, mais il y a eu de l'envie, il y a eu des moments où de la déception et de la frustration. Ça veut dire que certaines équipes ont montré qu'elles étaient capables d'aller loin, mais elles avaient péché peut-être par manque d'expérience et qu'elles avaient l'envie de revenir plus fort. Les éliminations, par exemple, du Sénégal ou de l'Égypte, quand tu mènes 2-0 et tu perds 3-2, Ouais. c'est très frustrant parce que ça veut dire que tu n'as pas le droit. Et ça veut dire que tu étais proche de faire quelque chose. Et Oh, donc, l'Égypte, oh là là. voilà, donc tu dois J'en revenir. pouvais plus, moi. Non, Ah ouais. ouais, en Ouais. plus, les Argentins, très voilà. compliqué, voilà. mais c'est vrai que ces choses-là, ça montre que le football africain est passé dans une nouvelle ère. L'ère de on n'est plus là pour créer des exploits, on est là pour la performance. Et c'est ce que j'aime avec le discours marocain depuis 2022 Ouais. et cette demi-finale. À dire que il y a eu un plafond de verre qui a été brisé. Il faut aller briser l'autre, c'est-à-dire la finale, et ensuite aller la chercher. L'idée, c'est évidemment quand tu es une petite nation, que tu as envie d'aller faire des exploits. Le Cap-Vert, c'était des exploits. On espère qu'ils reviendront, mais c'est vrai que c'était des exploits. Mais d'autres nations, comme les 3 nations que tu as citées, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ces 3 nations-là doivent revenir régulièrement en quart de finale, en demi-finale, aller chercher un titre, non plus chercher des exploits, mais aller chercher des performances. Ah ouais, parce que C'est là. quand tu vois le jeu de la Côte d'Ivoire contre, si je dis pas de bêtises, c'était
Il y a eu l'Allemagne, il y a eu. C'est l'Allemagne, ouais. Ouais. L'Allemagne, ils leur ont tenu tête, mais c'était trop. Exactement. C'était incroyable. Le Maroc, on n'en parle même pas. Le Maroc contre le Brésil. Mais fou. c'était eux, les Brésiliens. C'était fou, c'était Le Maroc, incroyable. c'était incroyable. C'était incroyable. Et donc, du coup, tu te dis, c'est beau de voir, en tout cas, ces équipes performer. Et je pense qu'effectivement, le Maroc, il faut le dire, hein, aussi a mis les moyens. Je pense que le pays a mis les moyens, les infrastructures. Et je pense que c'est un des exemples à suivre. Je ne sais pas comment dans ton livre, est-ce que tu en parles un peu de ce parcours et de cette création, en fait, quand je dis le parcours du foot africain, comment ça évolue, comment c'est en train d'évoluer? Ouais, j'en parle vraiment dedans. En fait, le livre, c'est un récit chronologique où je parle de l'arrivée du ballon rond à l'époque des colonies. Donc, ça me permettait de parler des colonies en plus d'expliquer ce qui se passait à l'époque. Puis le développement avec les mouvements des indépendances jusqu'à aujourd'hui et dans le futur. Et je parle de ça, de justement ces éléments importants de restructurer, créer quelque chose, former, développer pour arriver à un football de très haut niveau et aller chercher des Coupes du Monde. Parce que c'est bien beau, comme je te disais, de parler des exploits ou parler du folklore africain pendant de longues années où c'était « Ah super, le Cameroun arrive en quart de finale avec Roger Mila en 90 et danse au bout sur le point de corner. » C'était marrant. Mais c'est fini en fait cette époque-là. Le folklore. Le folklore africain, il faut arrêter d'en parler comme du folklore. Les équipes africaines sont capables d'aller très loin. Il y a des très bons joueurs qui jouent dans les meilleures équipes européennes, mondiales. Maintenant, il faut penser à aller chercher ces titres. Le Maroc a bien formé, a créé des académies, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est un modèle pour le football africain. Tout le monde doit le suivre. Mais tu sens, quand tu vois par exemple le classement du Ballon d'Or, où tu vois Hakimi, à quelle place il arrive, tu te dis quand même, tu vois, il manque encore un petit truc parce qu'il méritait d'être sur le podium. Venez, on se le dit. C'était le débat entre Hakimi et Dembélé. Fin d'histoire. Les autres, ils étaient forts. Hein. Vitinha, il était fort. Les autres sont très, très, très forts. Mais la saison qu'on a vue, et tu vois, on s'est tous dit un petit peu au fond de nous, c'est peut-être parce qu'il a encore cette étiquette de joueur africain. Et il faut sortir de ça. En tout cas, c'est mon avis. Hein, non, mais je suis complètement d'accord. De toute façon, c'est ce que je dis dans le livre. C'est aussi à nous, Africains, de montrer qu'on est au même niveau. On est là, on est au même niveau de jeu, on a envie d'aller chercher des titres, les ballons d'or, les Coupes du Monde, etc. Et c'est au reste du monde ensuite de nous respecter, de respecter le football africain, d'arrêter d'avoir peut-être un œil trop paternaliste, justement, en disant « Ah, c'est bien ce qu'ils font, etc. » Non, on vous regarde droit dans les yeux. Et l'organisation de la CAN au Maroc en 2025, au niveau infrastructurel, ça a montré que le football africain pouvait regarder droit dans les yeux le football européen, le football mondial, parce que les infrastructures font rougir certains pays. Donc, rien que ça aussi, c'est la preuve qu'on peut faire des choses. Maintenant, le principal objectif, c'est de perdurer. Il faut qu'au Sénégal, on fasse la même chose. En Côte d'Ivoire, on a vu les prémices, la même chose. Il faut qu'en Afrique du Sud, qui est un pays qui a de l'argent, les moyens, ils fassent la même chose. Algérie, Tunisie. Tunisie, je sais que c'est compliqué en ce moment avec au niveau du pays, etc., financièrement, etc. Mais il faut que la Tunisie redevienne un très bon championnat. L'Égypte également, c'est une grande nation du football africain. Donc voilà, donc il y a toutes les armes pour... mais tu sais quoi ? J'ai envie de te dire, c'est un peu à notre génération, là, les diasporas, comme tu as dit, partout dans le monde, de se porter comme porte-étendard du pays de nos parents et d'essayer effectivement de mettre en valeur et de valoriser. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Tu as vu, je sais que tu as eu récemment 40 ans. On t'a prévu un petit truc. Bien, Lina, bien. Parce que justement, les quarantenaires comme nous, ils doivent célébrer. Merci. Que c'est à nous que ça appartient aujourd'hui. Merci donc beaucoup. Voilà, un petit cadeau. Alors, un petit gâteau qui a été donc, pensé par l'équipe de production. Merci beaucoup. Par Ali et Lina. Pour te célébrer tes 40 piges. Parce que c'est important, 40 ans. Et c'est pour dire que voilà, on a un âge, j'aime bien dire, ça y est, il ne faut plus nous traiter de jeunes. Des fois, dans les médias, tu entends le jeune qui a 30 ans, le jeune, ça y est, on n'a plus 30 ans, on n'a plus 20 ans. C'est nous, et c'est nous qui sommes aux affaires. Et ton initiative avec ton livre, bah, je suis super heureux
de savoir que je te connais et que tu as écrit un livre. Et je me dis surtout, ces mecs-là qui font des choses comme tu fais, et d'ailleurs que comme je ressens dans le podcast, vous nous faites honneur en fait. Et franchement, bravo à vous, parce que c'est important. Donc, comment il mange son gâteau On applaudit. Comment ça Merci va beaucoup. Hein Ah, d'accord, il y a des bougies. Il y a même la bougie. Ah oui. Ah ouais, c'est quoi ça Ah oui. Ah tiens Mais alors, franchement, c'est le moyen de production de TF1 là, Et tu sais attention là. tout le monde va vouloir revenir pour son anniversaire. Attention à ça. Alors, le soufflet, c'est ça? C'est ça, c'est le but. Ok. Ok, il va faire un vœu. Ah là 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 là. Merci beaucoup, les filles. Merci. On espère que pour le football africain, il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont se passer. Du coup, ce livre, il est partout. On peut l'acheter où Comment ça se passe? Disponible partout en ligne, à la Fnac, dans les librairies, dans certaines librairies, même petites librairies indépendantes ou autres, disponible partout. Et même, il va être traduit en anglais. D'accord. Parce que justement, en fait, on pense à l'Afrique. Il y a l'Afrique francophone, mais il y a l'Afrique anglophone. Bien sûr. Et l'objectif, c'est justement de le traduire. Et je sais que j'ai eu beaucoup de demandes aussi du côté de Londres, en Angleterre, aux États-Unis aussi, Bien parce sûr. qu'il y a beaucoup de diaspora. La diaspora. Et l'objectif, c'est que ces diasporas puissent s'imprégner en fait de cette histoire-là. Et que Parce que c'est notre histoire et il est important que c'est nos exactement enfants ça. la connaissent. En fait, tu vois, il y a plein d'histoires. Moi, je me rends compte que, comme tu dis, nos enfants, même des gens de notre génération, ne connaissent pas forcément notre histoire. Et comme je te disais tout à l'heure, le football, ça permet d'apprendre énormément de choses. Et c'est vrai que peut-être que j'aurais dû te le dire en début, mais tu vois, moi, quand j'étais jeune, je suivais beaucoup le foot. Et grâce à mes parents. Et en fait, le foot et le sport en général, ça t'apprend aussi la géographie dès le début quand t'es petit. C'est vrai. Les drapeaux, c'est vrai. les capitales, C'est tu vrai. les apprends comme ça. Et en fait, inconsciemment, t'apprends des choses culture générale. Donc, à travers le foot et le sport, t'apprends ton histoire, choses, c'est magnifique ouais. et tu peux transmettre. Écrivons notre histoire. Moi, si ce livre aussi peut me permettre à d'autres personnes de vouloir écrire sur, je sais pas moi, la musique et l'Afrique. Alors pourquoi un comme ça. livre? Pourquoi un livre? Parce que j'ai fait un bac L. Non, en fait, pourquoi un livre? Déjà, je trouvais ça beau d'écrire un livre parce Ok. que c'est représentatif de. C'est l'histoire. Il y a tourné des pages, il y a quelque chose qui reste. C'est marquant. Et puis, je trouve ça beau d'avoir un livre aussi dans une bibliothèque. Il y a quelque chose comme ça. Et C'est l'objet. c'est l'objet en C'est lui-même l'objet. déjà. C'est une espèce de mémoire qui reste c'est ça. accessible rapidement. Exactement. Parce que c'est vrai que moi, j'avais en tête peut-être le podcast audio que tu peux écouter ou encore le reportage sur le football africain. Mais demain, on n'a plus, entre guillemets, le média, on n'a plus accès à tel contenu, on le perd. Alors que le livre, mine de rien, et je souhaite que nos bibliothèques ne disparaissent pas, mais que c'est toujours les choses que tu peux aller chercher dans ta bibliothèque et transmettre très rapidement à un membre de ta famille. Tiens, lis ça sur le football africain. C'est exactement ça. Et puis, les jeunes. Ouais. Donnons aux jeunes des livres. En fait, ça leur fait du bien de se dire ah bah oui, il y a des livres en fait. Relisons, apprenons, etc. Et quand tu lis, tu es aussi en mode réflexion. Ça fait du bien en fait. Alors les documentaires, moi je suis friand de documentaires et de podcasts. Mais en fait, quand tu lis un livre, tu es sur ton lit, ce que tu veux, ta chaise. En fait, tu imagines les choses. C'est ton C'est cerveau vrai, qui c'est travaille. vrai, c'est Tu vrai. es en train d'imaginer comment ça s'est passé, etc. Et donc, c'est important, en fait, la lecture. Il faut continuer à lire parce que ça fait du bien. Ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au corps, tout simplement. C'est important. Donc, lisons des livres. Puis, ouais, j'avais envie de transmettre cette histoire. Et je trouve que transmettre cette histoire à l'écrit, c'est encore plus beau, je trouve. Franchement, c'est beau et c'est un bel exemple. Et moi, je pense que avec ce livre qui est sorti, il faut effectivement le mettre en avant pour son contenu, mais aussi dire à nos jeunes et moins jeunes que c'est possible d'écrire des livres, que c'est pas qu'il y a une espèce d'élite et que il est important aujourd'hui de raconter notre histoire, nos mémoires, parce que ça va servir du coup à nos enfants et les autres générations qui vont arriver par la suite. Donc merci en tout cas pour cette pierre à l'édifice, en tout cas à l'histoire. Bravo Saïd. Bah, merci Lionel, franchement, ça fait plaisir parce que ouais, en plus, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis 9-10 ans, quelque chose comme Ok, ça. ok. Et il y a eu un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais, C'est-à-dire que ouais. tu avais envie de l'écrire, mais tu te dis est-ce que tu es légitime pour l'écrire? Pourquoi toi? Etc. Donc tu te mets souvent des barrières. Parce que c'est bien beau de tout ce que j'ai raconté. Je suis journaliste sportif, je suis heureux, je réussis plein de choses. Mais tu as des doutes T'as des dans doutes, ta ouais. vie, tu te bloques souvent, tu te mets des barrières.
Et c'est vrai qu'on malheureusement, c'est souvent les mauvaises personnes qui se mettent des barrières. Bizarrement, c'est souvent nous Bien et, sûr. qui ont le syndrome de l'imposteur, alors qu'on ne doit pas l'avoir. Allons-y, tentons des choses, tu rates, tu recommences. En fait, ça revient à ce que je disais Bien tout sûr. à l'heure. On y va, Donc, on lâche pas comme les sportifs. Et dis-moi un truc, il a été accueilli comment, entre guillemets, par les fédérations de foot en Afrique, de manière générale, comment ça a été perçu? Et bah franchement, même pendant que je l'écrivais, moi je contactais les gens, j'allais sur place Ok. pour faire des interviews, rencontrer différents personnages, que ce soit des historiens, des journalistes, des joueuses, Tu des parles de qui joueurs. dedans? Je suis dans tous les pays africains pratiquement, donc j'ai eu des historiens sénégalais, des journalistes marocains, algériens, une joueuse algérienne, j'ai eu un journaliste tunisien, égyptien, un autre de la RDC, un autre historien de l'Afrique du Sud. Enfin, Ok. voilà, je me suis Afrique du concentré. Sud aussi, du coup. Un journaliste spécialisé musique mode au Ok. Nigeria, parce Ok. qu'en fait je parle aussi du Nigeria, mais d'un autre côté, Ok. avec un œil très lifestyle. Parce Ok. qu'il faut parler aussi du côté musique qui entre en jeu, etc. Donc il y a vraiment de tout dans ce livre-là. J'ai rencontré toutes ces personnes-là, que ce soit au téléphone, etc. Et le Tout retour. ce qui est en fait- autour du monde du foot en Exactement. Afrique. Ok. Et quand j'ai envoyé ensuite le livre à ces différentes personnes, et même d'autres qui l'ont acheté, eh ben, en fait, on m'a dit merci. Merci. Et en fait, je ne m'attendais pas à ça. Parce que moi, je l'ai écrit déjà pour transmettre quelque chose que j'aime, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de retours positifs parce qu'on m'a dit mais merci, parce qu'en fait, on n'a jamais vu ce livre. Ok. Même en France, déjà, on n'a jamais vu Ben ce ouais, livre-là. ben ouais. Et tout le monde est en train de dire mais c'est bizarre, ce livre-là, il n'existe même pas. Et en fait, je me dis, bah, j'ai réussi quelque chose. T'as réglé une anomalie. Et j'ai réglé une anomalie et c'est tant mieux parce que c'est important qu'on ait tous ce livre-là, qu'on ait tous ces histoires-là. Et je vois de plus en plus, on m'appelle pour me demander des informations et je vois même de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens qui prennent les histoires dans le livre, Le livre. et en font des vidéos et ça me fait hyper plaisir, Top. tout en citant évidemment le livre. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, bah, tant mieux, les gens apprennent des choses et veulent justement encore plus les transmettre. Totalement. Nous, du coup, on le mettra en description. Bien C'est sûr, gentil, Elina, merci. on le mettra la photo du livre sur la vidéo. Avec le gâteau. Avec le gâteau à côté pour célébrer tes 40 piges. Merci beaucoup, Saïd. Parce qu'on arrive à la fin. Déjà Ben ouais, ça va vite. Ah, Ça va vite, ça va vite. ah, c'était trop bien. Ben écoute, pareil. Non, mais- C'était un plaisir. J'aimerais même qu'on Bah, gagne un peu de ouais, temps. faisons. Mais à un moment, le studio va me dire, hey, les gars, vous dépassez trop l'heure. Même s'ils sont adorables ici, et franchement, ils nous supportent. Merci à Pod Blind aussi. On est en fin de saison, donc c'est aussi le temps de remercier un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années? Dis-nous un peu. La santé, Ok, la déjà, santé. 40 ans, comme on a dit, hein, va falloir penser à la santé pour de vrai, pour pouvoir rejouer, faire des fives. Mais non, que des bonnes choses, que la santé, que tout continue comme ça et que d'avoir d'autres idées. D'autres C'est idées. l'idée surtout, Ouais. c'est de perdurer et de pouvoir, pourquoi pas, écrire d'autres livres pour transmettre. Eh ben, on espère, on espère. Merci beaucoup, Saïd. Merci Lionel et sincèrement, bravo pour ce que tu fais. Je le Merci, redis, hein, je l'ai frérot. dit tout à Merci, l'heure. frérot. Je te redis, bravo pour ce que tu fais. Continue parce que tu mets en valeur des personnes. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est important de mettre en valeur des personnes que le grand public Ils ne ne connaît pas. connaissent pas. C'est bien les grandes personnes, les grandes personnalités, mais le grand public a besoin de connaître d'autres personnes qui réussissent. Et je te remercie. Et toi aussi, tu as un modèle de réussite. Donc, Merci, frérot. bravo pour ce que tu fais. Et les jeunes, franchement, ou même les moins jeunes, allez regarder ce que Lionel fait parce que franchement, ça vaut le coup. Merci, frérot. Franchement, merci beaucoup. C'est normal. À bientôt. À bientôt.